Dans cette partie de la discussion, Bernard de Montréal et Daniel Ménard abordent le thème de la synthèse du moi. Ils expliquent que la fusion n'est pas l'aspect important, mais plutôt l'intégration de la fusion. La fusion fait référence à la possession de l'esprit et à l'alliance entre l'esprit et le moi de l'individu. Cependant, si l'individu se focalise uniquement sur la fusion, il restera dans le domaine spirituel. L'intégration, quant à elle, consiste en un dédoublement psychique, où l'individu conserve à la fois son moi terrestre et son habileté à gérer la vie matérielle, tout en étant en capacité de traiter avec la vie invisible. L'intégration se réalise par une communication intérieure et une voyance extériorisée qui sert le monde. L'objectif est de ne pas se perdre dans un état mystique, mais de développer une volonté puissante et une grande autonomie créative. La fusion est l'arrêt de la personnalité d'un individu et ce n'est pas suffisant pour l'évolution de l'homme. En fusion individualise complètement son être mais n'a pas nécessairement la maîtrise de son énergie. L'être en fusion est conscient de l'invisible et peut même contrôler son corps physique dans la matière. Il est connecté à quelque chose de plus grand, comme un continent relié à une île. En revanche, un être spirituel se sent comme une île, indépendant et isolé. Le silence, pour un être conscient, n'existe pas car il y a toujours de l'énergie et des vibrations présentes. Communiquer avec la source se fait par la vibration et l'homme doit comprendre que l'intelligence est prépersonnelle. Dans cet extrait d'un dialogue, Bernard de Montréal explique que pour lui, son intelligence est le résultat d'une guerre entre son esprit et les forces invisibles. Il précise que l'intelligence d'un être spirituel est basée sur un processus contemplatif qui peut conduire à des réalisations mystiques, mais aussi à des erreurs cosmiques. Il affirme que le silence n'existe pas, car il s'agit d'une confusion astrale créée pour empêcher l'homme d'approfondir sa relation avec la source. Selon lui, si l'homme était constamment en confrontation avec l'invisible, il n'y aurait pas de silence dans sa tête, mais plutôt une conscience vibratoire et un accès à une manifestation de sa source. Cependant, il souligne que l'homme doit avoir le contrôle sur le contenu de cette manifestation. Il mentionne également que neutraliser la survie n'est pas quelque chose qui peut être rapidement réalisé, car cela nécessite une mise en puissance progressive de l'homme. Il affirme que même si l'homme peut résoudre certains problèmes de survie, d'autres problèmes émotionnels, psychologiques, etc. peuvent toujours se présenter. Cependant, avec le temps et une évolution de conscience, l'homme peut parvenir à neutraliser les problèmes de survie en identifiant et en renforçant les points faibles de sa structure humaine. L'évolution de conscience de l'homme lui permet d'atteindre les choses qui sont des faiblesses de sa structure humaine. Cela demande une transmutation de ses corps subtils connectés à ces faiblesses, car c'est là que se trouve la souffrance de l'âme. Par exemple, un homme qui ne parvient pas à garder un emploi souffre d'une faiblesse de pouvoir et doit transmuter quelque chose en lui pour réussir à conserver un travail. Il en va de même pour tous les aspects de la vie. Chaque être humain a le pouvoir d'exprimer cette puissance, bien que certaines conditions puissent rendre plus difficile son développement. Il est cependant essentiel d'être conscient de sa programmation pour comprendre sa propre puissance. L'homme est programmé pour vivre certaines impuissances, qui sont la source de la souffrance de l'âme et de l'expérience. La programmation offre également des moments de joie, mais le malheur dure plus longtemps et est donc plus puissant. Une fois que l'homme comprend cela, il peut commencer à lutter contre ce qui l'empêche d'être en puissance et cela peut prendre du temps. Par exemple, il peut lui falloir des années pour éliminer la peur de rencontrer quelqu'un ou pour trouver et garder un emploi. Cette transmutation le mènera à dépasser ses limites et à œuvrer en conscience, basant ses décisions sur son intelligence pure plutôt que sur des habitudes ou des conceptions qui appartiennent à la conscience collective. Ce processus d'évolution le pousse à s'individualiser et à agir directement, car sa souffrance devient trop intense. La raison pour laquelle nous ne sommes pas en puissance sur Terre est que nous ne souffrons pas assez. Nous avons des épreuves, mais ce n'est pas suffisant pour provoquer une véritable souffrance de l'âme. Certains individus auraient besoin d'une souffrance plus intense pour évoluer davantage. Concevoir comme des opportunités de croissance et de transformation. Les crises et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont souvent des signes que notre âme évolue et se connecte à une conscience plus profonde. La souffrance psychique fait partie intégrante de cette fusion avec notre être intérieur et est toujours présente, prête à intervenir. Contrairement à une simple épreuve, la souffrance nous pousse à entrer en guerre avec nous-mêmes et les forces en jeu pour trouver une résolution et prendre une décision importante. Les plans supérieurs sont pleinement conscients de cela et savent que nous sommes capables de les dépasser. Ils ont une grande connaissance de l'homme et peuvent influencer nos corps.
mentaux, émotionnels, éthériques et même matériels. Ils ont l'autorité d'intervenir dans notre conscience et sont en mesure de nous guider vers des états de conscience plus élevés et une connexion plus profonde avec la matière. En ayant confiance en leur connaissance de notre avenir, nous pouvons considérer tous les obstacles comme des opportunités de croissance et de transformation. Dans cette conversation, BDM et DM discutent du fait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que des forces manipulent tout. BDM affirme qu'il n'y a pas de sentiment d'impuissance face aux obstacles car il est conscient de leur présence. Il explique que sa prise de pouvoir est toujours en présence de ses forces, car la fusion est trop grande. Ils conviennent tous les deux que la vie est une game et que le fait de réaliser cela est une autre étape de compréhension. BDM affirme que les gens peuvent manipuler la game jusqu'à la mort, mais que lorsqu'ils meurent, ils ne meurent pas comme un homme ordinaire. Elle explique qu'un homme conscient au moment de la mort sort de son corps éthérique et conserve une conscience éthérique, lui permettant de marcher sur Terre plutôt que de flotter dans les airs comme dans le corps astral. Il mentionne également que pour voyager dans d'autres espaces après la mort, il faut amener le corps astral avec soi. Sinon, on risque la mort. Dans cette conversation, il est question du concept de conscience éthérique et astrale chez les individus. Il est expliqué que chaque être vient au monde avec un rôle spécifique à jouer sur Terre, ce qui détermine leur mode d'emploi. Par exemple, une personne ayant un rôle spirituel important aura un corps astral développé, ce qui lui permettra de supporter une présence spirituelle élevée et de se protéger contre certaines maladies. Cependant, il est souligné que ceux ayant un corps éthérique trop développé deviennent trop électriques et ont du mal à utiliser l'énergie négative. Ainsi, l'homme conscient utilise principalement son corps éthérique, son système électrique, son système nerveux et son plan mental supérieur, ce qui lui permet de ne pas être affecté par les impressions environnantes et les influences spirituelles. Par conséquent, pour entretenir un dialogue intérieur, il est nécessaire de communiquer avec des entités de haut niveau plutôt qu'avec des êtres spirituels. Dans cet extrait, l'auteur parle des êtres qui ont le rôle de se présenter à l'homme comme des avatars du temps ou des archanges planétaires. Leur mission est de l'instruire et de lui donner de la clarté dans l'esprit. Cependant, l'homme doit également reprendre le contrôle de son territoire psychique et être capable de penser par lui-même et de se programmer. Pendant l'involution, l'homme a été programmé par des influences externes, mais dans l'évolution, il pourra se programmer lui-même et découvrir les mystères de sa conscience mentale. La programmation astrale diminue au fur et à mesure que la programmation mentale s'exécute. L'auteur décrit également le processus d'intégration, où l'homme n'est plus contrôlé par l'invisible mais est dominé par la lumière. Il lutte contre le mensonge cosmique pour décréter sa propre réalité. Dans l'avenir, l'homme en fusion pourra entrer en contact avec des matérialisations venant d'autres mondes et les instruire dans leur retour. L'auteur souligne que l'homme doit être libre et penser par lui-même. Dans cet extrait, le narrateur évoque la notion de liberté en lien avec la mémoire de l'humanité. Il distingue deux niveaux de mémoire, une mémoire matérielle et expérimentale, et une mémoire communiquée par des êtres venus d'ailleurs. Il donne l'exemple du Dalai Lama au Tibet pour illustrer cette idée. Selon lui, la conscience d'un individu est également importante, car un individu conscient ne croira pas facilement les histoires racontées par les autres. Il affirme que toute la science vient d'un combat contre l'autorité, notamment contre l'Église, car le pouvoir ne se dissout pas naturellement. Il mentionne l'existence de dictatures occultes puissantes exercées à travers la conscience involutive de l'humanité. Il reconnaît que les religions ont été nécessaires à un stade de développement humain, mais estime que désormais, l'homme doit pouvoir entreprendre seul en tant qu'individu. Dans cette conversation, l'auteur parle de la confrontation entre l'homme et les forces occultes de sa religion ou de son environnement social. Il explique que l'évolution de la conscience humaine permettra à l'homme de créer une science occulte avancée, où la guerre contre les forces invisibles deviendra une partie intégrante de sa connaissance. L'auteur souligne également que lorsque l'homme parle, il apprend de nouvelles connaissances par la parole plutôt que par la réflexion, car la pensée peut être influencée par des entités invisibles. Il affirme ensuite que l'homme conscient est capable de dépolariser la pensée et de parler avec lucidité, en utilisant le feu cosmique pour retourner l'énergie créatrice contre les forces occultes. Il compare cette capacité à dévier une fusée pour qu'elle revienne vers son émetteur. L'auteur affirme que lorsque l'homme communique de cette manière, il instruit les morts et transforme la civilisation, car les esprits troublants ne peuvent plus affecter l'esprit humain. Il est question dans cette discussion de la nature de notre civilisation et de notre rôle en tant qu'être humain sur Terre. Selon
L'auteur, tant que nous sommes en vie, notre conscience est limitée par les lois du temps et de l'espace, ce qui nous empêche d'accéder aux sphères supérieures de l'univers où résident des êtres très avancés. Ces êtres sont capables de voyager instantanément dans l'univers et de comprendre l'infini à une échelle bien au-delà de la compréhension humaine. Toutefois, si nous commencions à avoir accès à ces connaissances, nous pourrions mettre en danger l'équilibre de notre civilisation en défiant les lois de la science. L'auteur note aussi que ces êtres supérieurs sont responsables de la gestion des âmes et des incarnations, ainsi que du développement des civilisations passées. Cependant, notre rôle en tant qu'être humain est de renverser le cours de la création et d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Pour ce faire, nous devons d'abord maîtriser les forces de notre âme et contrôler notre conscience pendant notre vie terrestre. En résumé, cette discussion met en évidence le rôle des archanges dans le dynamisme évolutif de la conscience. Ils créent le temps, les coordonnées spatiales et la conscience évolutionnaire, tout en cherchant à créer de nouveaux mondes et de nouvelles conditions d'évolution. Ils ont besoin de l'homme dans ce processus, qui doit parvenir à vivre en relation équilibrée avec eux tout en étant dans un corps matériel. L'objectif final est d'atteindre un état de conscience morontielle où l'homme pourra commencer une nouvelle évolution. 7. Évolution sera particulièrement appréciée au niveau cosmique car l'homme aura connu le principe de l'amour plutôt que de simplement comprendre la puissance créative du mental. En revanche, l'auteur souligne que certains extraterrestres ne sont pas très évolués du point de vue de la science mentale et peuvent utiliser leur science contre l'homme. Cela va à l'encontre des lois cosmiques qui dictent que seule une conscience non incarnée peut influencer l'évolution d'une autre conscience incarnée. Il sera donc un jour suffisamment instruit pour enseigner à d'autres êtres dans l'univers, montrant ainsi qu'il existe d'autres formes de vie que les êtres humains.